François Bon, les carnets, forcément, chaque jour, l'exercice de la lecture, oui, l'exercice volontaire, délibéré de la lecture. Si tu veux écrire, de toute façon, il n'y a pas le choix, mais quelquefois, tu as même l'impression que dans ces coquilles, un sens suffisant à ta vie, et qu'écrire sera juste ce travail qui permet d'y revenir un peu plus ouvert, un peu plus libre. Est-ce que c'est pour partager? Est-ce que c'est pour convaincre? Ou simplement tu ouvres là cette machine autoréflexive avec le petit œil noir auquel tu t'adresses, tu sais pas ce que tu t'adresses à toi-même à travers cette chose qui avale, et puis simplement la voix, parce que ça c'est tellement important, ce qui ronge, ce qui grogne, ce qui creuse là en toi sans jamais finir. Mais justement, ce serait ça ton travail à toi de journal. Alors, lire, aujourd'hui non pas forcément un livre, vous allez voir que si, mais on dirait que c'est toujours le même livre, la même épaisseur, juste une petite variation de couleur, une petite variation des petits carrés qui jouent là en première page, et puis ce nom, l'œil ébloui. Alors l'œil ébloui, vous savez que c'est évidemment Georges Perec, c'est lui qui donne ce titre à un texte sur les trompe-l'œil qu'il fait à propos du photographe Akuchi White, c'est le trompe-l'œil qu'on trouve sur les murs des grandes villes, et évidemment à partir de là une approche de fiction, non-fiction. Thierry Bodin-Hulin, qui a lancé cette maison d'édition il y a quelques années, avait choisi ça comme emblème, donc une référence à Perec, même s'il a publié des tas de livres avant de lancer cette collection. Moi, je l'appelle 53 Perec, ou Perec 53, ou les 53, tout simplement. Maintenant, tout court. Et je me souviens très bien de ce moment où j'ai reçu un email. Je crois que j'étais en Auvergne à ce moment-là, dans un gîte. Bonjour, cher François Bon. Je lance une collection de 53 livres sur Georges Perec, 53 livres qui feront chacun 53 pages. Bon, ce qu'il n'y avait pas besoin de m'expliquer, c'est que les 53 en question, c'était le dernier livre en projet de Georges Perec, en lien légendaire avec le fait que Stendhal proclamait avoir dicté à voix haute en faisant ses allers-retours, mais au bout de combien d'années de préparation, en 53 jours, sa chartreuse de Parme. Et quand il m'a dit ça, évidemment, tu dis 53 livres sur Perec, il va tenir ce gars, il va faire comment? Et ça te semble tellement fou que on se connaissait pas avec Thierry, mais je dis bien sûr, on y va, allons-y. Et pour moi, c'était même avant de dire quoi que ce soit, mais c'est venu très vite. Je lui dis, oui, mais attention, si moi je fais quelque chose là sur Perec en 53 pages, d'accord, mais il faudra que ce soit à partir d'espèces d'espace, parce qu'espèce d'espace, Perec est mort en 84, donc wow, ça commence à faire 40 ans maintenant, mais je crois que ce livre, quand Perec est mort, je l'avais pas encore avec moi sur ma table, c'est venu probablement vers 89-90, mais enfin ça fait maintenant plus de 30 ans, et espèce d'espace, ça je crois que c'est mon deuxième, voire mon troisième. J'en ai encore un autre depuis l'édition de Jean-Luc Joly, avec augmenté des facs similés, des dossiers avec les inédits, et enfin une approche critique. À Thierry Bodin-Hulin, j'ai dit oui, mais moi il y a toujours 30 ans que j'ai espèce d'espace sur ma table, qu'il y a des choses que je ne comprends pas, il y a des contradictions, il y a des manques, et pourtant dans ce livre qui propose des
possibles d'écriture, mais quand il s'exerce lui-même à ces possibles, eh bien ça s'en va dans d'autres travaux, comme W, et comme plus tard dans Lieu, ce fabuleux travail, ce fabuleux livre posthume d'un projet majeur de Pérec, et bien sûr dans La vie, mode d'emploi, puisque là on trouve, après l'appartement, et avant la rue et le quartier, on a l'immeuble. Et c'est comme ça que ça s'est lancé. Je crois que c'était quelques mois plus tard. Alors, est-ce que tu avances? Je m'y étais pas encore collé. Ça s'est mis sérieusement. Et dans la première série de 4 de ces 53, est-ce qu'il y a le mien ici? Ouais. François Bon, l'espace commence ainsi. L'espace commence ainsi, c'est une phrase au départ de l'espèce d'espace. Et je crois qu'il y a 26, quelque chose comme ça, 23, 24 textes distincts, fragmentés comme l'espèce d'espace est fragmentée, mais qui sont toutes ces questions qui restent en travail à pratiquer ces livres et à découvrir que c'est peut-être précisément dans ces interstices-là qu'on peut écrire. Et qu'est-ce que c'est court, un livre de 53 pages, quand on a la contrainte d'une maquette sur espèce d'espace, on pourrait en faire 500 pages. Dans la première salve, alors, il y avait justement une équipe de typographes, Thierry Fétiveau, qui ont inventé, mais vous savez que dans Pérec, comme c'est important, sur leur réflexion pour inventer une typographie qui colle avec cette collection, et y compris ce jeu de permutations, c'est le titre du livre. Dans cette couverture, il y avait aussi ce texte que moi je connaissais de Pérec, mais resitué là, dans sa genèse, 50 choses qu'il ne faut tout de même pas oublier de faire avant de mourir. Et évidemment, ce texte-là, dans notre première salve de 4, c'est celui qui a embarqué la machine. Mais le jour, il m'a envoyé les comptes. Thierry Baudin-Hulin, j'étais incroyable. On passait les 1000 exemplaires. Non mais, merci. Et lui-même, Thierry, parce que quand on discute comme ça, éditeur-auteur, on n'avance pas forcément beaucoup dans la connaissance. C'est l'autre jour, je suis tombé sur lui à Paris, entre Saint-Sulpice et Montparnasse. On attendait au feu pour traverser Raspail, puis finalement, là, où tu vas? Et puis, tu lui demandes où il va, finalement, tu en apprends plus, enfin, un petit peu sur sa vie et le partage. Tu t'aperçois que finalement, quelque chose de fraternel s'est peut-être créé au passage. Et Trajet Pérec, Thierry a fait une sorte d'archéologie de sa relation, et pourquoi ce truc 53, y compris comment il s'y prend pour cette collection. Il envoie un courrier à Pascal Quignard, il envoie un courrier à comment il s'appelle, Auster, avant qu'il soit mort, il est mort depuis. Il envoie un courrier à Annie Ernaux, et finalement le texte de la lettre à Annie Ernaux, peut-être que ça remplace la contribution que Annie Ernaux ne lui a pas donnée, justement parce qu'on réfléchit à ce qu'elle pourrait nous écrire sur Pérec quand on est fidèle et appliqué à l'écriture d'Annie Ernaux. Deuxième salve qui est venue derrière, alors, il y avait Claro, Anne Savelli, Antonin Crène, salve de 3. Anne Savelli, évidemment, sa démarche sur les lieux, les arpentages, les rues. En plus, elle habite Paris 20e, donc en plein territoire Pérec. Donc cette rue Villain est au centre là, de son arpentage. Antonin Crène, et puis Claro sur, évidemment, une réflexion sur la traduction en général, mais une réflexion de fond sur la traduction depuis cette question même de la lettre, puisque la disparition s'écrit en français sans la lettre E, qui est la lettre la plus fréquente utilisée dans notre alphabet, ce qui veut dire que si tu traduis en italien, c'est le A que tu vas enlever, et que, si tu traduis, et puis en allemand ou en chinois, quoi. Et puis évidemment la disparition pour chaque traducteur hors langue française, c'est une épreuve vis-à-vis de lui-même et de sa propre langue. La langue n'est pas neutre, tout synonyme est un leurre. Cette leçon, c'est celle que tire
Pérec de l'écriture de la disparition, de l'écriture tout court. C'est celle que tire aussi le traducteur de l'exercice de la traduction. On peut traduire bread par pain. On sait bien qu'on a là une équivalence toute relative. Le pain anglais n'est pas le pain français, qui n'est pas le pain turc, qui n'est pas le pain que ne mangent pas ceux qui meurent de faim. Mais ce n'est pas seulement le contexte culturel qui empêche l'équivalence, c'est également la charge affective dont le mot s'enrobe. La Madeleine de Proust ne se vend pas en supermarché, elle ne se déguste que dans la recherche. Dans la disparition, on ne peut pas dire, ou plutôt on ne doit pas dire absent, absence, père, mère, manque, perte, temps, esprit, aimer, être, etc. Il faut, ou plutôt il doit donc passer par autre chose, et cette autre chose, ce sera le trou, le blanc, l'oubli, l'ablation, le disparu, la mort, le motif, tapis. Voilà la virtuosité de Clairaut, mais sur... arrache-toi donc une lettre, là, dans le fond de toi, et tu verras bien ce qui se passe. Et puis arrive encore une troisième salve. Alors Thierry Baudin-Hulin, paraît qu'il en est à 9. À 9 sur 53. Peut-être qu'on va commencer à le prendre au sérieux, le gars. Moi, j'ai pris au sérieux tout de suite. Pierre Getzler, évidemment, un ami proche de Pérec. Quelqu'un qui s'en allait. Il y a même une jolie carte postale avec une photo là de Getzler sur précisément là où c'est écrit tentative d'épuisement d'un lieu parisien, place Saint-Sulpice. On a fêté ça tout récemment. Mais quand Pérec s'attelle à ce chantier, Getzler vient le voir et photographie. Moi, tenez, j'y suis passé. C'était hier soir à place Saint-Sulpice. En traversant, un petit salut, bonjour à la mairie de loin. C'est le train qui attendait à Montparnasse. Il était 18h. Et tout d'un coup, l'énorme cloche de Saint-Sulpice. C'est la première fois que j'entendais l'énorme cloche de Saint-Sulpice, juste là en traversant la place, là où d'habitude il y a le marché des antiquaires, le marché de la poésie et tous ces trucs-là. Mais là, il n'y avait rien, juste traversé. C'était la cloche. Et puis, ils répondaient toutes les cloches de Paris. Ils avaient un nouveau pape, les catholiques. Bon, moi, je préfère l'arrêt de bus de Pierre Getzler, ça a plus d'importance. Et là, il y a du texte? Non, il n'y a rien. Est-ce que les 53 auteurs, là, si, il y a quand même une préface. Claude Burgelin, tiens donc. Peut-être qu'il s'y connaît un petit peu, Claude Burgelin, aussi, en pérécrit. Simplement, une sorte de chemin de fer, tout humble. Donc, place Saint-Sulpice, le 18-19 octobre 1974, et c'est signé uniquement Pierre Getzler. Mais qu'est-ce que c'est des photographies quand tu fais des photographies dans l'intérieur du travail d'écriture de l'autre? Mais il est où le texte de Pérec? Ben, il n'est pas là, il n'y a pas besoin. Et donc les deux autres, Jean-Louis Bailly, le timbre à 1 franc, ça renvoie l'univers des je me souviens. Je pense qu'il a même aussi le même âge que moi, Jean-Louis Bailly. Tiens, on est nés tous les deux en 1953, il y a encore du 53 là-dedans, mais c'est secondaire. Et Sophie Coiffier, que j'ai croisée une fois, je pense même pas qu'on ait échangé 3 paroles. L'éternité comme un jeu de taquin. Et là, je crois que c'est un petit peu comme Anne Savelli, lier les lieux, élargir l'espace. Ce que cherche Thierry, quand je dis, moi, ce sera des notes sur l'espèce d'espace. Oui, mais il voulait pas des essais sur Pérec. Oui, mais moi, j'ai que ça à faire. Bon, ben, vas-y, fais-le. Il m'a laissé faire. Et depuis, j'ai refait le même exercice pour moi, mais sur la vie mode d'emploi. Mais ce ne sera pas publié, c'est juste, ouais, si, c'est partagé sur mon site, donc atelier d'écriture. Mais comment on peut organiser une réflexion libre? Je crois que c'est ça, ça demande aux auteurs, c'est-à-dire être soi-même avec sa propre écriture, mais là, à l'endroit où Pérec, de loin, ou dans notre dos, ou en fantôme, ou simplement en appel, traverse quoi? Notre écriture? Ou la gestation même, ou l'intuition même de l'écriture. Et cette modestie des 53 pages, peut-être que là, elle prend tout son sens. Hein. Alors, l'éternité comme un jeu de taquin, vous savez, ces jeux de taquin, on avait ça autrefois, c'était des petits carrés de plastique, je ne sais plus combien tu as de cases, tu dois avoir 4 x 4, 16 cases dans le truc, et puis simplement, il en manque une. Et juste, tu t'arranges à bricoler, à pousser les petites cases, toujours avec la case libre. C'est comme le Rubik's Cube, un ancêtre, puisque c'était en 2 dimensions, là où le Rubik, machin, ça, moi je
déteste, est passé là, avec une troisième dimension, évidemment. Et tout d'un coup, je me suis mis à avaler ce livre comme étant Pérec même à jouer avec l'ensemble de ce livre de Pérec, Et j'ai traversé la page, alors littéralement, au moment où un passage, c'est page 19, image 3, programme bredouille. Voilà, ce livre installe comme ça des sous-titres de chapitres, programme bredouille. Et c'était ça. Il y a aussi l'échange de 2 valises lors d'un déménagement, l'une contenant des manuscrits, l'autre des brouillons à jeter. Pérec jette malencontreusement la mauvaise valise et certains de ces manuscrits disparaissent à jamais. D'autres qu'il a fait lire, mais dont il a oublié les copies confiées ou données, réapparaîtront des années plus tard. Cette anecdote des 2 valises, racontée par Philippe Lejeune dans son essai La mémoire et l'oblique, édité par Pewell en 1991, juste après qu'il a mentionné la matière singulière que constituent les projets, notes et manuscrits de Pérec, décrits comme des avant-textes de textes qui n'existent pas, c'est-à-dire de projets inachevés ou abandonnés. Et, je crois que j'ai relu 3 fois ce passage. Alors, moi, ce truc de Philippe Lejeune, je vois ce que c'est sur l'autobiographie, ça m'a jamais passionné. Donc c'est vrai que Mémoire et l'oblique chez Pewell. Mais cette histoire-là des 2 valises de Pérec, je la découvre. Et évidemment que ça résonne en toi plat. Et à ce moment-là, je suis revenu en arrière, j'ai recommencé à lire. Qu'est-ce que j'apprends sur Georges Perec? Et ce qu'a fait Sophie Coiffier, c'est plus qu'étonnant parce qu'apparemment, on a des documents qu'elle a été faire ou photocopier ou photographier elle-même directement dans le fond Perec de la BNF. Elle en reproduit certains. Elle a été au Moulin d'Andé, là où Pérec a écrit, est-ce que c'est la disparition justement, ou la vie mode d'emploi, cette relation extrêmement forte, y compris amoureuse, avec la personne qui dirigeait ce Moulin d'Andé. Mais qu'est-ce que ça veut dire que d'y venir 30 ans après, avec les travaux qui ont été faits, et avec ce défilé permanent de gens qui viennent là pour Pérec, pour dormir dans cette même chambre, la chambre de Pérec. Oui, mais elle photographie simplement quoi, le meuble de la salle de bain, un meuble en formica à tiroir qui est totalement vide, mais qui est celui qu'utilisait Georges Perec. Et il y a une cohérence dans le livre parce que elle part du rapport de Perec à Paul Klee. Et ça, ce qui est formidable, c'est qu'il y a un dessin de Paul Klee qu'elle reproduit qui s'appelle Caricature d'un meuble. Caricature d'un meuble, 1910, Centrum Paul Klee, Berne. Moi, j'ai été visiter ce fabuleux musée Paul Klee à Berne, mais est-ce que j'ai pensé une seule fois à Pérec quand j'y étais, alors que c'est d'évidence, c'est que Pérec utilise des épigraphes prises à Paul Klee. Et dans ces recherches qu'elle fait, elle part par les bords. Par exemple, lorsqu'il parle des choses, les choses, c'est le premier livre de Pérec, à 29 ans, à Pierre Dumayet, dans une émission de télévision de 1965, Georges Perec dévoile ses sources d'inspiration, que sont des magazines de l'époque, tels que Madame Express ou bien le Guide Julliard. Moi, je savais pour Madame Express, mais comme j'ai pas écouté là, ce truc qu'on doit trouver sans doute probablement aux archives de l'INA, et elle, par contre, Madame Express, oui, mais Guide Julliard, ça me disait rien du tout. Pourtant, elle, c'est la piste qu'elle va suivre. Celui-ci, rédigé par Gau et Millot, proposait au lecteur des promenades, découvertes, bonnes adresses, tout particulièrement s'agissant de Bonne Bouche. L'important, dit Georges Perec, ce n'est pas que les objets que je décris soient beaux ou pas beaux, utiles ou bien inutiles, c'est que le langage qu'ils expriment soit signifiant ou pas. Il ajoute que l'appartement du début des choses est un jeu sur l'accumulation qui produirait en réalité un appartement très laid car trop encombré. L'écrivain s'est emparé des descriptions des magazines de déco, bourrés d'adjectifs pour qualifier les matières des objets, donc leur richesse, leur éclat, afin de susciter le désir du consommateur. Georges Perec a toujours aimé Paul Klee. Le mot « détail »
n'est-il pas étymologiquement proche du verbe détacher? Dans le dessin de Klee, les menus objets égrenés sont complètement étrangers au meuble. Ce dessin, caricature de meuble. Étrangers au meuble, et pourtant ils le déterminent par leur présence. Georges Perec a toujours aimé Paul Klee. Très tôt déjà, il écrit à son propos, plus que son abstraction ou son côté conceptuel, ce qu'il admire chez lui, c'est son inquiétude. À l'automne 1964, il entreprend un voyage en Suisse avec son ami peintre Pierre Getzler, le même là, de la place Saint-Sulpice, pour voir les peintures de Berne. On retient également la phrase de Paul Klee citée en exergue au préambule de La vie mode d'emploi. L'œil suit des chemins qui lui ont été ménagés dans l'œuvre. Et de là, tu pars sur l'œil. L'œil, dans La vie mode d'emploi, va suivre les méandres organisés dans le récit à travers les objets, les habitants, les époques. Georges Perec en a établi le plan. Le plan de l'immeuble, tout d'abord, décrit avec ses appartements, ses habitants, puis le plan des départements de lecture, de péripéties, donc d'écriture. On ne repassera jamais dans la même pièce. Parfois, on pourra emprunter d'autres pièces d'appartements déjà visitées, comme il le raconte à Viviane Forester en 1976 dans l'émission télévisée Chemin. Il y a encore une archive que je ne connaissais pas. Sur une feuille qu'il montre à la caméra, un quadrillage simule l'immeuble dans lequel un parcours en zigzag se déploie, une fuite folle. Ce qu'elle nous propose, c'est le geste de Perec montrant à la caméra d'une télévision en 1976 une représentation graphique, là, comme là, cette caricature d'un meuble de Paul Klee. Au chapitre 27, Perec raconte l'histoire de l'ébéniste Grifalconi qui tente de sauver un pied de table ancienne bouffé par les vers en injectant dans les sillons un mélange de plomb, d'alun, de fibres d'amiante, et il décide finalement de changer le pied de table mais de garder la pièce ainsi obtenue. En faisant disparaître les dernières traces du bois, il a obtenu une arborescence, une empreinte parfaite de la vie du verre, de tous les mouvements qui avaient constitué sa vie aveugle. Merci Sophie Coiffier. Autant je pratique constamment la vie mode d'emploi, autant ce passage-là, hop, ça a évoqué chez moi aucun souvenir. Alors évidemment, après, il y a une page aussi sur le blanc. Alors, là encore, on est en partage. Il y a dans mes notes sur espèce d'espace, justement, il y a le fait qu'au départ, attendez, que je m'amuse un peu avec mes trucs. Il y a ce carré, et apparemment Sophie Coiffier a un mauvais souvenir d'un workshop en école d'architecture où qu'est-ce que c'est qu'un livre qui commence par un vague carré? Oui, mais ce carré, c'est la carte de l'océan qui figure dessinée par Lewis Carroll au début de Alice au pays des merveilles, et l'espace commence ainsi par ce carré blanc. Ouais, mais elle, ce qu'elle suit comme piste, c'est quoi le blanc chez Perec? Et elle y va. À voir les nombreuses occurrences du blanc dans l'œuvre de Perec. On cherche autour de quoi il se bat, plus précisément contre quoi il se cogne. Le blanc de la neige de la station autrichienne du Conte de Noël. Le blanc des puzzles de Bartelbruch, une fois l'image effacée. Le blanc à l'intérieur du carré d'espèce d'espace. Le blanc dans la disparition. Tout a l'air normal, tout aura l'air normal, mais dans un jour, dans 8 jours, dans un an, tout pourrira. Il y aura un trou qui s'agrandira pas à pas. Oubli colossal, puis sans fond, invasion du blanc. Le livre de Claro n'existerait pas, il faudrait l'inventer. Ou encore dans 53 jours, le livre de Perec 53 jours qui vient là, mis en abîme dans la collection Perec 53. La vérité que je cherche n'est pas dans le livre, mais entre les livres. Cette phrase a l'air de vouloir ne rien dire, mais je me comprends, il faut lire les différences, il faut lire entre les livres, comme on lit entre les lignes. Le blanc comme oubli, un peu partout, dans le lieu. Il ne se rappelle plus les détails, avec qui il a mangé, ou bien dans quel restaurant, mais aussi dans « je me souviens », selon son propre aveu, puisqu'il y aurait de faux souvenirs, comme on dit, avoir un blanc, ce qui serait une fausse dérivation de l'anglais « memory blank », trou de mémoire, les draps à blanc, sick, ou les blancs à draps de la boutique obscure. Cette collection de rêves de Georges Perec, où
Rêve 36, décembre 70, au grand magasin. Je suis à New York avec P. Nous sommes dans le rayon des linges et tissus d'ameublement. P regarde de grosses serviettes éponges et des draps de bain. En fait, elle veut acheter des draps à blanc ou des blancs à drap. Les 392 pages blanches du registre de Vincent Desgréal dans le voyage d'hiver. Encore un sacré bouquin qui n'en compte que 8 de noircis, le bol en faïence blanc ébréché, taché de brun, dans lequel les gendarmes qui ont recueilli le petit Georges, âgé de 12 ans, après sa fugue, lui font boire un peu d'eau. Rien que pour cette page-là. Sophie Coiffier, éternité comme un jeu de taquin. Mais il y a plein de choses comme ça que moi je ne connaissais pas. Programme Bredouille, c'est ainsi que commence cette note du 15 novembre 1972. Georges Perec et liste des éléments constitutifs de l'écriture des lieux. Les supports, les outils, temps et espace, aussi l'impossibilité d'écrire qui fait presque partie du dispositif. Essayer d'être modeste plus que modeste, nul, évident, dit-il. Prenez ça à la figure. Un tel programme semble loin de pouvoir constituer une image, du moins pas au début. Il faut lui consacrer de la patience, disons-le, une certaine forme d'abnégation pour l'amener vers ce qui en sera une. Trouver une image, une seule, plate de préférence, écrit-il. Elle reprend cette espèce d'espace, ce jeu avec l'inventaire des lieux dans lesquels on a dormi. Elle écrit « lieu où j'ai dormi quelque part ». Et à partir de ça, toi-même tu fais ton propre inventaire. Mais d'une façon renversée par rapport à Perec. Au Maroc, chez des amis de mes parents, je ne me souviens pas de la chambre, mais du couscous géant partagé en famille. Au pays de Galles, j'avais une petite chambre individuelle au premier étage de la maison, au milieu des champs, maison à colonnade. En face, il y avait des moutons, je crois, sous la tente, un camping quasiment à même. Et voilà, on est parti. Et là encore, cette chose-là, moi que j'ai exploré plein de fois en atelier d'écriture, et juste pour finir, elle revient aussi sur le texte Les Portes. Il y a plein de passerelles entre ces là, le mien, le sien, et tant mieux. Vous savez qu'au milieu d'espèce d'espace, il y a un texte qui s'appelle un texte sur un espace inutile. Non pas un espace qui ne sert à rien, mais délibérément un espace inutile. Et moi aussi, je me suis toujours confronté à cet espace inutile, y compris là, dans ma propre réponse à Thierry Baudin-Hulin. Quelle surprise de voir que Sophie Coiffier se confronte elle aussi à c'est quoi en toi-même, là, la construction évidemment fantastique de l'espace inutile. Alors j'attends. Prochaine salve, on devrait avoir Éric Pessan, par exemple. Pessan, est-ce que toi tu as fait un petit bout de texte là? Il paraît que tu as 52 pages seulement au lieu de 53 sur qu'est-ce que tu vois, toi, dans l'espace inutile. Il y a de quoi inventer maintenant entre nous. Et ça commence à prendre sacrément de la gueule, son affaire.